Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du monde arabo-musulman et de l'islamisme. On vous doit notamment Les banlieues de l'islam, paru en 1987 déjà, Terreur et martyrs, publié en 2008, ou plus récemment Le prophète et la pandémie. Mais c'est un livre plus personnel, même s'il est largement composé d'analyses, que vous venez nous présenter aujourd'hui sur Radio J. Un livre dans lequel vous revenez sur votre parcours de chercheur et sur sa réception, notamment en France, on y reviendra. Le livre s'intitule Prophète en son pays et il paraît aux éditions de l'Observatoire. Avant d'y revenir en détail, Gilles Kepel, pourquoi s'être prêté à l'exercice de l'autobiographie éclairée ou pour vous citer du récit de formation ? Parce qu'il m'a semblé que c'était intéressant de mêler l'intime d'un côté et puis l'histoire du monde de l'autre. Après tout, j'achève ma carrière, poussé dehors du reste par les instances universitaires pour partir le plus vite possible dans le monde wokisé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il m'a semblé que c'était intéressant pour comprendre le problème d'aujourd'hui, justement de revenir sur ce qu'a été mon itinéraire d'un demi-siècle, puisque ça fait maintenant à peu près 50 ans que j'étudie les enjeux liés d'abord au monde arabe, au Moyen-Orient, puis à l'islam en France, puis à toutes sortes de choses. Et finalement, ce que j'ai observé dès 1980, quand j'étais en Égypte, et notamment avec l'assassinat de Sadat, ont été... Que vous apprenez via votre femme de ménage. Oui, c'est ça tout à fait, femme de policier, qui revient tout d'un coup à la maison, alors qu'elle avait quitté son service, et qui me dit en dialecte égyptien, mais peut-être est-ce qu'il y a de vieux juifs d'Égypte qui nous écoutent, Monsieur Gil, Darab al-Rassas al-Sadat, Inch'Allah yimawwitu, c'est-à-dire Monsieur Gilles, on a tiré sur Sadat, plus à ciel, Inch'Allah, plus à Allah, plus à Dieu, qu'il l'ait tué. Ce qui était toujours très surprenant parce qu'une femme musulmane invoque le Dieu de l'islam devant un mécréant pour se réjouir de la mort, l'invocation de la mort du président qui se réclamait lui-même de l'islam. Sadat se faisait appeler Al-Aïs el-Mu'min, le président croyant, pour liquider l'héritage nassérien. C'était très, très frappant. Mais vous aviez déjà quelques signaux de cette montée de l'islamisme, notamment dans vos fréquentations avec ces relations, ces échanges entre de jeunes occidentaux et des membres de la police, de l'armée qu'ils rencontraient dans des soirées, qui vous permettaient ensuite de comprendre ce qu'il était en train de se passer dans la société égyptienne. Ça, c'était plus tard, parce que quand je suis retourné de nombreuses fois en Égypte, mais lors de mon premier séjour, donc entre 1980 et 83, Sadat, c'était vraiment un régime policier extrêmement strict. Moi, j'étais tout le temps surveillé, surtout un arabisant était surveillé d'autant plus. Et en fait, j'avais trouvé une astuce qui consistait, parce qu'on n'avait pas le droit de faire de la sociologie style Bourdieu et Passeron, si vous voulez. On aurait voulu faire un questionnaire, on aurait été arrêté tout de suite et expulsé. Oui. Donc, il fallait biaiser, beaucoup de choses étaient interdites, l'Internet n'existait pas, donc avoir l'accès aux sources était très difficile. Et en fait, quand j'avais fait de la philo auparavant, je m'étais spécialisé dans un philosophe qui s'appelle Plotin, qui était originaire d'une ville égyptienne appelée Lycopolis, au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Assiout moderne. Et il y avait une fac à Assiout, en Haute-Égypte, où les islamistes étaient assez importants, et personne ne voulait y aller. Et j'ai dit, mais moi, je veux bien me charger de la coopération avec cette université, ça faisait partie de mon contrat au centre de recherche, car le philosophe sur lequel j'ai fait ma maîtrise était originaire d'Assiout. Et ça, tout le monde trouvait ça très bien, personne ne savait plus qui était Plotin ni rien, mais... Et du coup, je suis allé là-bas et c'était le nid, effectivement, de la mouvance islamiste universitaire, à telle enseigne que, juste après l'assassinat de Sadat, la ville d'Assiout s'est soulevée à l'instigation d'un certain nombre des islamistes que je ne fréquentais pas. C'était impossible à l'époque, dans ce cadre-là. Après, ça c'était beaucoup plus facile, mais dont j'entendais les sermons parce qu'ils avaient des haut-parleurs qui étaient dans les rues partout et dont mes étudiants me passaient les tracts. Est-ce que vous auriez pu mener la carrière qui a été la vôtre si vous l'aviez démarrée aujourd'hui, en 2023 ? Beaucoup plus difficilement, puisque on me pousse hors de l'université aujourd'hui, même si j'ai 68 ans et que il est tout à fait normal que je prenne bientôt ma retraite. Mais
le fait que on me refuse, par exemple, de quelques mois de prolongation de carrière pour ma retraite, enfin, je m'en fiche complètement, hein, j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais personnellement, mais c'est un signe assez complexe de cette espèce de chape de plomb du woke qui pèse de plus en plus sur l'université, qui touche les responsables universitaires qui ont peur et qui font que quelqu'un comme moi, qui en principe pourtant j'ai publié 20 livres traduits dans autant de langues, j'ai toutes sortes de décorations, j'ai été invité dans les universités étrangères les plus prestigieuses. On pourrait imaginer que ça ne marche pas. Et même là, on sent une inquiétude. Je pense que le woke est à sa crête, là. À mon avis, il va retomber parce que le délire est poussé à un point extrêmement impressionnant. Et le fait que moi-même, j'en sois désormais une cible privilégiée, si vous voulez, va quand même faire, je l'espère, réfléchir. Mais c'est aussi le combat que mène ce livre. On reviendra sur le wokisme tout à l'heure à l'université. Qu'est-ce que votre parcours, Gilles Kepel, éclaire de la manière dont le phénomène islamiste a été appréhendé en France depuis une quarantaine d'années ? Généralement par le malentendu. Si il y a eu d'un côté le déni, le propos lénifiant, et de l'autre l'exacerbation. Et la confusion menée notamment par l'extrême droite ou d'autres milieux entre tout musulman d'un côté et djihadistes, islamistes, salafistes de l'autre. On le voit, ces questions-là se posent de nouveau autour de l'affaire de l'abaya, que je vous remercie de ne m'avoir pas encore demandé de traiter. Oui, parce que d'habitude, vos confrères m'hameçonnent, si j'ose dire, tout de suite avec ça. Et c'est-à-dire, marrant, quand j'étais en Égypte, donc moi j'étais à l'époque trotskiste, enfin je n'étais plus trotskiste, mais je l'avais été, j'appartenais à cette secte qui s'appelle la Ligue communiste révolutionnaire, dirigée, je crois qu'il est décédé par le regretté Alain Krivine. Oui. Et donc j'étais déjà un ennemi du mélenchonisme lambertiste à l'époque, on y reviendra tout à l'heure, et de l'intérieur, je sais ce que c'est qu'un lambertiste. Et donc j'avais lu dans Le Monde un papier d'un correspondant à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Péroncel-Hugo, au Caire, qui avait fait un reportage tout à fait stupéfiant sur les universités égyptiennes où les étudiants portaient la barbe. Nous, c'était la barbe de Che Guevara, eux, c'était celle du prophète ou des sommités de l'islam. Et ça m'avait interpellé. Je ne comprenais pas comment une chose pareille pouvait se produire issue de la culture que j'étais, qui était celle d'un lycéen et d'un étudiant du quartier latin. Est-ce que c'était déjà un sujet d'intérêt pour les tiers-mondistes, l'extrême gauche ? Non, c'était très mal vu, au contraire. Et mon sujet d'étude a été regardé avec beaucoup de suspicion, parce que les gauchistes, dont je faisais encore partie avant d'être excommunié définitivement, considéraient que toute étude de ce phénomène faisait le jeu de l'impérialisme, du sionisme et de la réaction, puisque cela montrait qu'il y avait une autre forme d'expression politique qui s'appuyait sur du religieux, et ils pensaient que c'était une occasion de discréditer les revendications des peuples du Sud, si vous voulez, anti-impérialistes normalement. Et donc ça perturbait leur logiciel. Et donc, que je le raconte dans le livre, les tiers-mondistes du Caire, les Français tiers-mondistes, me boycottaient, considéraient que j'étais un agent des ennemis du tiers-monde. Recherche mal comprise également par le milieu diplomatique français sur place. Oui, alors là, c'était pour des raisons de boutique. C'est eux qui avaient qui savaient tout, qui avaient le savoir et le pouvoir. Donc, un gars de 25 ans qui vient leur raconter « Tiens, j'ai vu ça, etc. » C'était un zozo qui faisait des élucubrations farfelues. Ce qui est marrant, c'est que après l'assassinat de Sadat, le diplomate à l'ambassade en charge de ce sujet qui me tenait comme un cinglé a essayé de me transformer dans son informateur, qui avait essayé de me faire expulser 15 fois pour le danger que je faisais courir à tout le monde et à moi-même, ça il s'en fichait, a essayé de m'utiliser comme son informateur indigène, si vous voulez. Et après, ça s'est retourné, puisqu'il y a eu l'alliance, entre guillemets, islamo-gauchiste, qui était fondée au départ concrètement sur la révolution islamique, qui a été pensée à travers la manière dont Ali Shariati, ce penseur islamique égyptien, avait traduit en persan le livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, lui et d'autres, quand il était à Paris, élève de Jacques Berck, personnage sur lequel je reviens aussi dans mon texte, et donc qui, eux, ont commencé à considérer que désormais, les islamistes n'étaient plus des fascistes, agents de l'impérialisme et du sionisme, mais étaient l'incarnation véritable du tiers-mondisme, et que le vocabulaire religieux était
était, même s'il ne le savait pas, vecteur du progressisme. Ce à quoi aujourd'hui, ce qui s'est terminé récemment par ce que j'appelle le pacte de Médine entre le Médine en question. Vous savez, si vous regardez sur le web, les moteurs de recherche sont fondés sur l'homophonie. Vous regardez Médine sur le web, vous avez au même niveau rappeur français islamique et ville sainte aujourd'hui en Arabie Saoudite, mais j'en parlerai tout à l'heure, je suppose. Et les trois tribus avec qui donc ce Médine-là a fait qui ont fait son alliance avec lui pour des raisons électorales, c'est-à-dire la tribu écolo, la tribu Méluche, et puis ceux qui restent du Parti socialiste et du Parti communiste. C'est pas une surprise, non pas peut-être pas alliance, mais en tout cas la volonté malgré les critiques, de recevoir Médine, malgré ses textes, malgré ses déclarations. C'est simplement pour des raisons électorales ou il y a quelque chose qui va au-delà ? Non, qui va au-delà aussi, qui tient aussi à l'effondrement moral des idéaux qui étaient ceux de la gauche et la confusion qui était la même, qui était faite par ceux qui, après qu'ils avaient expliqué que les islamistes étaient des fascistes, ont vu en eux une opportunité pour exister. Mélenchon lui-même a fait un virage, je ne sais pas si à 180 ou 360 degrés, enfin plutôt 180, jusqu'en 2015, par exemple, je me souviens d'une émission chez Zemmour et Nolo, où il tenait des propos dans le laïcisme que même moi, qui suis très laïque, j'aurais considéré comme outrancier, disant que le voile était le symbole de l'asservissement de la femme musulmane. Et aujourd'hui, évidemment, il surligne le clivage identitaire en superposition de la lutte des classes, si vous voulez. Et au lieu d'avoir une vision qui était celle de la gauche traditionnellement, où les enfants d'immigrés, et je le sais moi-même en étant par mon père qui était tchécoslovaque et qui était communiste, au fond, par le militantisme dans le parti, c'était l'universel, et c'était un mode de fusion, c'était française. Là, au contraire, le clivage identitaire va enfermer des populations dans une identité d'origine qu'on leur assigne pour l'éternité, de manière à obtenir des blocs de voix communautaires. Si vous voulez, un peu comme autrefois le curé donnait des instructions de voter comme notre maître. Et c'est assez efficace, au vu des dernières élections. Oui, enfin, ça a été efficace, effectivement. Ils vont avoir des municipalités, etc., parce que dans les quartiers populaires où très peu de gens votent, si vous avez un entrepreneur électoral qui vous dit « je vous amène 200 voix », vous faites attention, parce que vous pouvez gagner grâce à ces 200 voix. Mais sur le plan global, bien sûr, beaucoup de gens voient ça, et je crois que la conséquence directe de ce genre de choses, c'est la montée fulgurante de l'extrême droite en face, si vous voulez. Et en ce sens, on a une espèce de progression en miroir des deux pôles qui sont à la marge gauche et droite de la société française, avec cette différence que la marine de droite extrême s'est efforcée depuis quelque temps de modérer l'antisémitisme récurrent, si vous voulez, d'une partie de la vieille extrême droite française. Et on voit que c'est l'autre marine maintenant qui le laisse passer, la marine écolo, en accueillant quelqu'un qui a fait la blague Médine, le jeu de mots vaseux sur Rachel Kahn. Rescanpé, voilà, qui... après, si on trouve que ça c'est drôle ou que c'est bien, justement, l'antisémitisme fonctionne à travers ce type de vecteur. Une petite respiration musicale maintenant, Gilles Kepel, c'est une tradition dans cette émission. On va écouter l'orchestre Jérusalem Orient et Occident, un orchestre multiculturel et multiconfessionnel, sous la direction de Tom Cohen. Il interprète Sabri. Sabri, on se retrouve juste après. On reprend tout de suite. Gilles Kepel, ce parcours a été violemment perturbé par la condamnation à mort d'un membre de Daesh dont vous avez fait l'objet, un événement qui a perturbé considérablement votre vie socialement, avec notamment une protection policière assez forte et dont je peux témoigner pour vous avoir rencontré à ce sujet à plusieurs reprises à ce moment-là, et physiquement avec une redoutable sciatique. Est-ce que vous avez envisagé à ce moment-là de tout arrêter, de vous intéresser peut-être à autre chose, comme a pu le faire après des menaces de mort à peu près identiques le journaliste David Thompson, auteur de l'enquête magistrale Les Revenants? Sur le coup, non, puisque c'était ma rédemption et ma guérison, si j'ose dire, ou miraculeuse. Quand j'étais couché, que je ne pouvais plus bouger à cause de la sciatique, j'ai écrit de mon lit, parce que je me suis rendu compte que ma tête et mes bras pouvaient fonctionner. Le reste, tout autre mouvement m'a arraché des hurlements de douleur.
Et j'ai pris 2-3 bouquins et j'ai écrit d'une traite mon livre Sortir du chaos, qui fait 500 pages, comme ça, que j'ai écrit couché. Alors, tous ceux mes contempteurs qui disent On est en 2017, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Keppel qui ne fait pas de terrain, le livre, je sais plus, oui, par exemple, en 2018, je l'ai écrit en 2017. Keppel ne fait pas de terrain. Pour ce coup-là, c'est vrai, c'était non seulement écrit en chambre, mais couché, si vous voulez. Et l'anecdote est assez marrante, puisque, enfin, si je puis dire, a posteriori, sur le coup, je ne m'amusais pas du tout, puisque finalement, j'ai réussi à trouver, par relation, si j'ose dire, le pape du dos, un médecin très fameux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui m'a envoyé faire une injection de cortisone. Et il se trouve que le médecin, qui était, d'après son nom, l'un de vos coreligionnaires, dans un hôpital de la banlieue parisienne, me dit « Ah très bien, professeur, avec plaisir, je lis vos livres. Simplement, est-ce que vous pourriez plutôt venir l'après-midi que le matin ?» Je dis « Docteur, je peux venir quand vous voulez, même en me roulant par terre, dans l'état où je suis. » Je dis « Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je vienne le matin ?» Il me dit « Parce qu'on a en consultation depuis quelques jours des jeunes du quartier qui viennent avec t-shirt « Vive Ben Laden ». J'ai pensé que la rencontre entre vous serait pas... En plus, j'étais en chaise roulante avec les policiers qui me poussaient et l'un qui me précédait. Donc, j'ai pensé qu'il valait mieux éviter ce clash et je suis allé l'après-midi. Mais c'est ça qui m'a sauvé, d'une certaine manière. Et après, j'ai été un gambe après cette injection. Mais effectivement, c'était quelque chose qui m'a... Bon, maintenant, j'en suis sorti, et j'ai échappé à une autre explosion récemment de rue Saint-Jacques où j'habitais, l'explosion du gaz. Donc, si vous voulez, je suis blindé, je n'ai plus rien à perdre, je suis dégagé de l'université. Donc, je me sens dans une position de liberté absolue et je vous assure, c'est extrêmement jouissif. J'imagine. À propos de votre intégration justement à partir de 2015 à l'École normale supérieure, dans le contexte que nous venons de décrire, vous écrivez chez Keppel, il y avait une congruence étonnante entre la marginalisation croissante à laquelle j'étais condamné par le monde académique et l'élimination physique prônée par les djihadistes. Et vous êtes d'ailleurs accueilli par un étudiant survolté, antisioniste et qui se revendique même de l'ancien chef du Hamas, Cheikh Yassine. Quelle rentrée? Oui, alors c'était d'autant plus frappant. Enfin, ça, c'est lors de mon premier cours. C'était, je suis alpagué, donc je commence avant j'ouvre la bouche, il y a un gars qui dit « Oui, moi, je suis là pour critiquer et pour défendre le peuple palestinien contre les sionistes. » Parce que ça fait 50 ans que le monde arabe dénonce le juif Keppel. Le malheureux Keppel n'est pas juif. Je ne passe mon temps. Je ne sais pas si je dois m'en défendre, m'en excuser. Je m'en fous. Je pourrais être juif. Il se trouve, je ne le suis pas. Et puis, je crois que la conversion est compliquée. Donc, je n'ai pas envisagé. Elle est compliquée. Je ne l'ai pas envisagé. Et donc, c'était très étonnant parce que ça m'a rappelé exactement qui avait été en fait la cause de ma condamnation à mort. À la prison de Villepinte, où j'avais fait une conférence, il y avait l'un des principaux recruteurs de Daesh. Et donc, c'est des prisonniers qui m'avaient indiqué, des prisonniers républicains qui devaient être le plus gros braqueur de Seine-Saint-Denis ou le plus gros dealer, je ne sais pas, qui était à la tribune. Ça, c'était très intéressant d'ailleurs, et je ne désespère pas du reste, puisque je ne sais pas quoi faire de ma bibliothèque. Je suis que l'école normale, je ne suis pas sûr qu'on la veuille, d'en faire don à la bibliothèque de la prison de Villepinte, justement. Je crois que ça sera plus utile, peut-être. Et si toutefois elle l'accepte, en tout cas des livres en français ou en arabe. Et donc, à la prison de Villepinte, je fais ma conférence, et puis le recruteur commence à se lever, à m'alpaguer, etc., un peu dans les mêmes termes qu'à l'école normale supérieure. Et je m'en suis tiré en lui citant un verset du Coran en arabe dans la conversation, et j'ai vu qu'il avait un peu de mal à comprendre, et je me suis retraduit en français, parce que c'était un jeune d'ici qui avait son dialecte. Et donc, du coup, en me retraduisant en français, les autres sont tous foutus de lui. « Oh, tu fais le canard !» Donc, il avait perdu le monopole du discours sur l'islam. Et je crois que c'est ça, justement, c'est un... Alors, le fait que à Villepinte, à l'école normale supérieure, mais mes conférences étaient au début accueillies de la même façon, même si après, bien sûr, le garçon en question à l'école normale a été éjecté, non pas parce qu'il m'avait agressé, mais parce qu'il pratiquait le harcèlement sexuel, qui est bien sûr beaucoup plus grave aujourd'hui, et sur certaines de ses camarades. Mais donc, ce qui est très frappant, justement, c'est que il me semble que c'est la connaissance académique, universitaire, scolaire, de la langue arabe et de la civilisation ou des civilisations musulmanes dans leur pluralité, qui est, me semble, ce que je crois, l'antidote le plus important contre la confiscation, la prise en otage
de l'ensemble de cette civilisation par les entrepreneurs de colère salafistes ou djihadistes. Et je n'ai pu que constater en 50 ans l'effondrement croissant des études arabes en France, le désintérêt de plus en plus grand. Alors, au lycée, bon, d'un côté, vous avez un certain nombre de prédicateurs qui disent il est interdit d'apprendre la langue du Coran chez les infidèles, chez les kuffars, chez les mécréants, donc qui disent aux parents surtout pas, c'est pas bien, et les parents préfèrent qu'il n'y ait pas de langue arabe dans le lycée parce que c'est perçu par eux comme un stigmate social qui tire le lycée vers les catégories populaires. C'est malheureusement très fâcheux parce qu'on est pris entre ce marteau et cette enclume, ce caribe de Scylla, si j'ose dire. Est-ce que ça impacte aussi la connaissance dont ont besoin les services diplomatiques français pour s'intéresser dont ont besoin tout le monde, oui, les services diplomatiques, aujourd'hui la sécurité, mais plus généralement, je crois que ça doit faire partie, ce serait une richesse plus importante du débat français. Vous voyez, dans les controverses qui m'ont posé, on les connaît notamment Olivier Roy, celui-ci commençait toujours ses mises en cause de ce que je faisais en disant « ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour étudier l'islam en France ». Bon, un universitaire qui commence par « ça ne sert à rien de connaître », déjà, bon, il faut faire attention de ce qui va suivre, mais je ne le crois pas. J'ai été accusé par cette mouvance de dire « oh, Keppel, il ne fait que lire des textes et c'est un essentialiste », et mettre le lien entre le texte et la réalité. Bien sûr, je lis des textes, mais j'ai été beaucoup plus que la plupart d'entre eux un homme de terrain. J'ai passé mon temps sur le terrain en Égypte, au Moyen-Orient. Quand j'ai écrit Passion arabe, j'étais partout, à pied. C'était extraordinaire, d'ailleurs, ce moment. Et puis à Clichy-Montfermeil, où j'ai passé quand même toute l'année 2010, 5 ans après les émeutes, avec une équipe à l'époque, avec l'Institut Montaigne, où j'ai rencontré tout le monde. On a fait des interviews avec les nana. Donc, également quand j'ai fait Passion française à Roubaix et à Marseille, oui. Donc, et pas du tout, je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision littéraliste qui fait que les mouvements sociaux ne sont que la traduction d'injonctions textuelles. Les mouvements sociaux sont au carrefour de mobilisations créées par des conditions de vie quotidienne, de vous croisez les textes avec la réalité du terrain. Bien sûr, et ça c'est absolument indispensable. Sinon on ne comprend rien, sinon on confond tout. Sinon c'est, pour rappeler le personnage que je viens de citer, il dit finalement il y a eu les brigades rouges, les brigades vertes, les brigades brunes, kiff bourricot. Il faut bien que Genève jette sa gourme, etc. Alors, bien sûr qu'il y a des éléments de congruence, et du reste, l'islamo-gauchisme est l'expression de ces congruences. Mais ce vocabulaire n'est pas le même. J'ai pas été condamné à mort comme agent du capitalisme, comme le faisaient les brigades rouges. J'ai été condamné à mort comme kuffar, comme ils le disent. Parce que kuffar est un pluriel, c'est-à-dire les mécréants. Mais les jeunes... Aujourd'hui, le quartier populaire ne savent plus l'arabe, ils ont juste des lexèmes qui viennent par-ci, par-là, et on dit un kuffar, alors qu'on devrait dire un kafir. Gilles Keppel, on va marquer une petite pause dans cet entretien. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat, cet échange autour de votre livre « Prophète en son pays », publié aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. Gilles Keppel est notre invité ce soir dans Géopolitique le MAG pour son livre « Prophète en son pays » publié aux éditions de l'Observatoire. Gilles Keppel, vous parliez tout à l'heure du wokisme à l'université dont vous avez été la victime. Comment les mouvements dits intersectionnels qui tentent donc d'agréger les différentes formes d'oppression ressenties, du racisme à l'homophobie en passant par la transphobie, comment ces mouvements s'articulent-ils avec l'islamisme ? Oui, ça peut sembler paradoxal que des gens qui prônent toutes les sexualités... les plus transgressives au regard des normes religieuses établies, si vous voulez, fassent alliance avec les mouvements islamistes. Alors c'était quelque chose qui a à faire avec la recherche d'une sorte de résistance face aux normes imposées par les sociétés. Comme si on ne comprenait plus du tout ce que signifie la laïcité. La laïcité en France veut dire la liberté de pratiquer sa religion, d'avoir toutes sortes de croyances ou de ne pas en avoir, à condition de considérer qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ordre public, qui est la condition nécessaire pour que le pacte social puisse s'accomplir. Et aujourd'hui, la laïcité est perçue comme une forme d'oppression parce qu'elle ne permet pas l'expression jusque et y compris en enfreignant l'ordre public,
de la volonté de faire avancer des agendas religieux. L'affaire de l'abaya, dont vous m'aviez dit, vous n'en parlerez pas En tout de deuxième suite, partie, mais ça y est, arrive. on y est, on y vient tout doucement, est un facteur. Et j'ai été, il y a 20 ans, membre de la commission Stasi. Exactement, il y a 20 ans, c'était en 2003, et en septembre, on avait commencé à faire toutes ces réunions, ces consultations, c'était 2-3 fois par semaine, c'est très dense. Et à la demande de Jacques Chirac, face à ce il appelait les enfreintes, d'enfreindre, je suis le terme, les enfreintes à la laïcité, marquées à l'époque par le port du voile à l'école, à l'initiative de l'Union des organisations islamiques en France. C'était à l'époque le nom de la branche des frères musulmans en France, qui s'appelle aujourd'hui Musulmans de France, qui est un peu dilué, comme si du reste, les musulmans de France devaient tous s'identifier aux frères musulmans, ce qui est une sorte de prise en otage aussi qui est préoccupante. Et donc, il y avait les mêmes arguments qu'autrefois, et le Conseil d'État doit rendre une décision, je crois, demain, il me semble, ou dans les jours qui viennent, les heures qui viennent. Et précisément, pourquoi est-ce que la commission Stasi avait été réunie? C'était pour proposer une loi sur l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires dans l'espace éducatif qui était soit payé par le contribuable, qu'il soit public ou privé subventionné. Et du reste, l'effet pervers, ça a marché, puisque finalement, d'une certaine façon, à partir du moment où la loi est passée, le Conseil d'État n'avait plus à juger dans le flou, mais à partir de la loi. Et c'est ce qu'il va faire, savoir si la loi de 2004 aboutit, oui ou non, à appuyer la demande du ministre de l'Éducation nationale de ne pas autoriser l'abaya, aussi au contraire, tout le débat, est-ce que c'est un signe religieux ostentatoire? On verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Est-ce que c'est un vêtement islamique ou à défaut, ou à minima islamiste? Ça n'a rien de musulman comme tel, si on considérait que les musulmans devraient tous porter l'abaya. C'est quelque chose qui appartient à l'une des tendances de la culture islamique religieuse la plus rigoriste, qu'on appelle le salafisme, ou le wahhabisme en l'occurrence, puisque l'abaya en arabe, ça veut dire juste, c'est la robe longue, c'est un vêtement féminin, ça correspond un peu dans l'usage à ce qui est le qamis chez les hommes, c'est le même mot que chemise d'ailleurs en français, la chemise longue, et qui est un marqueur que les salafistes en Arabie Saoudite ont voulu imposer à partir du moment où les femmes sont sorties des harems, sont sorties dans la rue, pour qu'elles continuent à être enfermées. C'était un harem portatif, si vous voulez. Or, ce qui est très frappant, c'est que depuis que Mohammed Ben Salman a pris le pouvoir en Arabie Saoudite, ce n'est plus du tout obligatoire. Il y a des femmes qui continuent à le porter, mais beaucoup ne le portent pas. J'ai raconté à d'autres de vos confrères, j'étais très frappé cet été pour la première fois sur la Côte d'Azur, à l'aéroport de Nice, de rencontrer des Saoudiennes en short et en débardeur qui se faisaient des selfies, avec qui j'ai discuté, puisque je parlais avec elles en arabe. D'ailleurs, j'étais très surprise que je parle arabe. Et qui m'ont dit, mais oui, ça y est, nous, c'est terminé, on est complètement libérés, tant mieux. Les femmes peuvent conduire, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et vous aviez à côté d'autres personnes françaises ou d'origine française ou autre, musulmanes, qui portaient l'abaya, le voile sur la tête, et puis le masque Covid et des lunettes de soleil. Alors, le masque pour tourner l'interdiction de la dissimulation du visage en public, évidemment. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Est-ce que le masque Covid est un signe religieux ostentatoire? Non. Est-ce que les lunettes de soleil sont, quelle que soit la marque, surtout si elles sont très larges? Non. Donc, vous voulez dire que les salafistes trouveront toujours un moyen de contourner la loi? Oui, toujours une manière de tourner la loi, mais en l'occurrence, dans l'espace public, de toute façon... mais à l'école, par exemple. Oui, attendez, pour le meilleur ou pour le pire, la situation est différente. Mais, et vous avez aujourd'hui quand même, par rapport à il y a 20 ans, il y a deux choses différentes. D'abord, la progression du nombre, du fait de la démographie. Il y a aussi le fait qu'il n'y a plus une organisation centralisée de type quasiment léniniste, comme l'étaient les frères musulmans, mais bien plutôt aujourd'hui un salafisme d'atmosphère, si j'ose dire, qui passe par les réseaux sociaux, par les injonctions à faire la rupture, ce qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance et le désaveu, l'allégeance à la vision la plus stricte de la religion, c'est les salafs,
et le désaveu, c'est dans le charabia des traductions, se désavouer d'avec les lois de la République, etc., parce que sont celles de la mécréance. Et dans l'école, ce qui s'est passé à l'époque de la commission Stasi, et ce qui, à mon avis, se passera aujourd'hui si le Conseil d'État suit le ministre, c'est que, en réalité, c'est l'établissement d'un rapport de force. Les frères musulmans, qui avaient aussi des stratégies électorales, après avoir fait monter la pression en disant « nous défendons nos coreligionnaires », et en prenant en otage comme si tous les coreligionnaires devaient se voiler. Et ce qu'avait préconisé la commission Stasi, c'était surtout de permettre aux jeunes filles d'origine musulmane de résister à la pression qui leur disait, qui faisait la chouma, c'est-à-dire honte à toi parce que tu te montres entre guillemets nu, safira en arabe, devant les infidèles, alors que tu dois marquer la différence par ta religion. Et l'une des contreparties, ce sont les écoles confessionnelles hors contrat, qui d'ailleurs ne sont pas seulement musulmanes, que vous avez aussi chez un certain nombre de groupes juifs, chrétiens, d'autres obédiences X ou Y, et qui font partie, c'est une question qui se pose à la société française dans son ensemble. Après tout, pourquoi pas? Mais à partir du moment dans la République laïque où le contribuable, avec ses impôts qu'il est obligé de payer, finance l'éducation, contribue au financement de l'éducation, la laïcité, qui fait partie de la République française, s'impose. Pourquoi l'école est devenue en France le principal théâtre ou l'un des principaux théâtres de la bataille contre l'islamisme, de Creil à aujourd'hui? Parce que l'école est le lieu où se forme le citoyen et où justement l'objectif c'était autrefois, la France a toujours été un pays d'intégration. Moi fils d'un père tchécoslovaque, je m'en souviens très bien si vous voulez. Et c'était pour nous l'occasion de dépasser. Enfin, ma mère était niçoise, mais c'était aussi une marginalité. Quand je suis arrivé à Paris venant de Nice, je parlais français comme on parle français normalement. Et donc, je me suis fait moquer, ostraciser par mes copains à l'école. Mais une semaine après, j'avais l'accent parigot. J'étais obligé de premier de la classe pour les envoyer dans la poussière. Mais si vous voulez, ça c'est en termes de blague, mais l'objectif, c'était justement par l'école, et on le voit par les jeunes générations, enfin celles qui étaient autrefois jeunes, celles qui ont mon âge, issues du monde maghrébin, qui sont aujourd'hui parfaitement, qui font partie intimement de la société française, qui en sont l'une des composantes, grâce à l'école, grâce aux colonies de vacances, grâce à la socialisation par le Parti communiste aussi à l'époque. Et aujourd'hui, on voit bien que l'école peine à fournir cette socialisation, ne serait-ce que parce que les enseignants, autrefois les hussards noirs de la République, je ne parle pas seulement pour moi je suis au sommet de la carrière et de la hiérarchie, je suis professeur d'université, classe exceptionnelle, je suis l'un des moins mal payés, mais par rapport à des gens qui ont fait notre niveau d'études même inférieur dans le secteur public, c'est de la rigolade, et pour les collègues d'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire, les salaires sont absolument honteux, le niveau de revenu est honteux, ils sont dévalorisés, prolétarisés. Et après, on leur demande de tenir le front face aux atteintes à la laïcité. Et là, il y a vraiment quelque chose que nos autorités doivent traiter le plus rapidement possible. Sinon, il ne faut pas s'étonner que le corps enseignant soit si sensible à l'idéologie mélenchoniste, comme on le voit avec ce collège en grève aujourd'hui à Stein. Gilles Kebaï, il nous reste à peu près 3 minutes. J'ai au moins 2 questions à vous poser. Où en est à l'échelle globale la dynamique islamiste et djihadiste? Qu'est-ce qui a succédé au chaos créé par la naissance de Daesh et que vous décriviez dans un précédent livre qu'on a cité tout à l'heure? Daesh a perdu, il a perdu au rapport de force. Et il a perdu aussi parce qu'il a été incapable d'entraîner les masses musulmanes derrière elle, qui ont eu horreur de sa violence. C'est ce qu'on appelle en arabe « marhalat al-tamkin », la phase de force, à laquelle se substitue aujourd'hui la phase de faiblesse « marhalat al-istidraf ». Et c'est dans ce monde-là que la victimisation, si vous voulez, comme mode de recrutement, se substitue à l'exemplarité de la violence, qui, dans le propos d'Abou Mus'ab Souri, qui était un peu le Deleuzien de l'islamisme, celui qui fonctionnait en rhizome. Vous avez fait connaître aux lecteurs français. Oui, 4 ans avant 2012. Mais c'était un livre, Terreur et martyrs, qui a été le plus grand flop de librairie de mes bouquins. Je l'avais acheté, j'étais étudiant. Vous étiez l'un des rares, je vous en félicite, oui. Et en 2012, Mohamed Merah, même s'il ne l'a jamais lu, parce qu'il a vu ça à travers
le machin mâchouillé dans l'Internet, le mettent en œuvre. Et le patron du renseignement à l'époque, il n'avait même aucune conscience de tout ça, il s'occupe peut-être déjà de M. Poutine comme aujourd'hui, dit « circuler, il n'y a rien à voir, tout ça, c'était des loups solitaires ». On a perdu des années précieuses par ignorance de ce qui se passait dans l'idéologie djihadiste, de substitution du modèle Daesh au modèle Al-Qaïda. Alors, ce modèle Daesh, aujourd'hui, à mon avis, est condamné, mais les entrepreneurs de colère sont là. C'était un peu le propos du président de la République quand il dénonçait le séparatisme, et plus récemment, dans une interview qui suscitait pas mal de controverses, avec ce jeune, je ne sais pas comment il s'appelle, Hugo, je crois. Hugo Décrypte. Qui faisait le lien entre, justement, ce type d'atmosphère et qui rappelait la circonstance dans laquelle a été malheureusement assassiné notre collègue Samuel Paty. Dernière question, Gilles Kepel. On voit aujourd'hui des puissances, hier pôle idéologique et financier de l'islamisme, comme l'Arabie Saoudite, engager un rapprochement avec Israël. Comment est-ce que vous analysez cette évolution spectaculaire ? Oui, même avant, il y avait eu le pacte d'Abraham et l'Arabie et les Émirats arabes unis. Je pense que le prince Mohammed Ben Salman veut faire de l'Arabie saoudite une puissance mondiale. Considère que le wahhabisme a été un facteur de marginalisation et aussi d'affaiblissement intérieur et ne veut pas laisser les autres, notamment ses voisins émiratis, prendre le dessus. Mais, contrairement aux Émiratis, il est suffisamment puissant pour négocier avec Israël à ses propres conditions. D'autant plus qu'aujourd'hui, la situation politique israélienne, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est dans une situation assez catastrophique, avec le rejet de l'actuel gouvernement Netanyahou par une partie significative de la population, les conflits entre Netanyahou et M. Biden, qui ne se voient pas, etc. Et je crois qu'il y a, pour les Saoudiens, c'est l'opportunité de s'imposer, alors qu'ils étaient, en dépit de leur richesse, politiquement marginaux autrefois, comme une puissance responsable et respectable, si vous voulez, au Moyen-Orient, en montrant que celui qui est irresponsable, c'est l'actuel Premier ministre israélien. Je crois que ça s'inscrit dans cette logique-là. En tout cas, c'est mon interprétation. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été notre invité ce soir dans Géopolitique. Le Mag rappelle le titre de votre dernier livre, Prophète en son pays, publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Radio J. Merci à votre invitation.